Bonjour, bienvenue dans Power, un Power spécial téléviseur, on va tout vous dire. Révélation, comment ça marche, des scoops, toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? On va voir ça ensemble et croyez-moi, dans 10 à 12 minutes, vous ne verrez pas votre téléviseur de la même façon. Sachez un truc super important, le téléviseur, le marché des téléviseurs est primordial pour l'industrie, ce qui fait que quand tout va bien, l'industrie, ouah, ça va bien, et quand le téléviseur va mal, et ben le reste de l'industrie se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va pas, ça va mal. On va commencer par parler technologie par technologie, je vous ferai les points positifs et négatifs à chaque fois, vous allez tout comprendre pendant cette émission de Power spécial téléviseur. D'abord, pour commencer, arrêtez d'appeler ça les télévisions, ce sont des téléviseurs, on regarde la télévision dans un téléviseur, il existe 4 types de téléviseurs. On va partir en marche arrière, il y a les cathodiques, les plasmas, les LCD et les OLED. Et je n'ai pas dit TV LED, et vous saurez pourquoi tout à l'heure. Bon, tenez-vous bien, on va commencer par téléviseur cathodique. Vous savez, les gros téléviseurs cathodiques qui étaient gros partout, qui pesaient 300 tonnes. Comment ça fonctionne? Le téléviseur cathodique est une ampoule, c'est une grosse ampoule. L'ampoule, ici, vous avez l'écran tapissé de luminophores, c'est comme des petits pixels en fin de compte, oh, comme ils sont mignons les pixels. Et vous avez un canon à électrons. Le canon balaye les petits pixels, donc les luminophores, et fabrique l'image comme ça, avec le RVB. Les couleurs sont fabriquées comme ça, par le balayage du canon. Formidable, non? Donc pendant des années, tout le monde était très content des téléviseurs cathodiques, ça a fait le bonheur dans la maison. Alors les points positifs du téléviseur cathodique, c'est tout simple. Pour commencer, un super ratio de contraste, c'est-à-dire que c'est dans une ampoule, l'image se forme dans une ampoule avec l'écran ici, donc le contraste est maximal naturellement, c'est-à-dire des noirs, très noirs et tout le tremblement. Le rendu des couleurs avec les bons modèles cathodiques était étonnant, la définition était très piquée, même si ce n'est pas du Full HD, c'était très bien avec la télé, le DVD, les laserdiscs, c'était fabuleux. Parmi les points forts, il faut noter pour le cathodique un angle de vision très large. Alors c'est quoi l'angle de vision? C'est simple, vous avez le téléviseur qui est ici. Est-ce que vous voyez la même image quand vous êtes là, partout où vous bougez, vous voyez la même image normalement quand l'angle de vision est très large. Quand l'angle de vision est faible, vous avez une image qui par exemple est délavée ou autre dès que vous vous déplacez devant l'écran. Le cathodique n'avait pas ce problème, l'angle de vision était maximal. 90 degrés, 90 degrés. Et ce n'est pas le cas de toutes les technologies. Les points négatifs du téléviseur cathodique, parce qu'il y en a, il y en a plein. Premier truc, le poids, c'était des bestiaux monstrueux. La plupart faisaient entre 30 et 80 kg pour les gros 16-9. Il fallait se mettre à 6 pour monter ça au 3e étage d'un immeuble, c'était l'horreur. Il y avait aussi des déformations de géométrie. Alors, ce qu'on appelle la géométrie, c'est si l'image est bien calée, parce qu'en effet, il fallait que les faisceaux atteignent les bords de l'écran quand il est très large. Et la géométrie partait quelquefois en vrille, enfin bref, c'était le truc. Il y a aussi ce qu'on appelle un pompage. Le pompage vidéo des CRT, enfin des cathodiques, parce que le CRT est analogique. Par exemple, vous avez une image qui est claire et après vous avez une image qui est sombre, clair, sombre, clair, sombre. Il faut faire un effort pour le téléviseur, donc ça faisait des pompages entre le clair et le sombre. Petit truc également, la rémanence, qu'on appelle la rémanence. Vous avez par exemple un ciel noir. Oh, comme il est beau le ciel noir, avec une petite étoile qui est là. Si l'étoile se déplace dans le ciel et vous avez l'étoile qui se déplace toute seule, il n'y a pas de rémanence. C'est quand l'étoile se déplace ou qu'il y a un travelling et que l'étoile est derrière, il y a une sorte de traînée façon étoile filante, ça veut dire qu'il y a de la rémanence. Et le cathodique avait une merveilleuse rémanence. On s'y faisait, mais c'était comme ça. Parmi les points noirs, allez sur la gueule aussi, du cathodique, il y avait le reflet dans la glace, c'est-à-dire c'est vraiment un tube cathodique, donc c'était vraiment une glace, on se voyait dedans, c'était merveilleux, que du bonheur dans la maison. Alors bien sûr, le cathodique a été un petit peu mort parce qu'il n'était pas Full HD aussi. Il y a eu des cathodiques qui étaient 1080 lignes, tout de même en France, Thomson en a fait plein, ça pesait 200 kg. Et en effet, le cathodique n'est pas très adapté techniquement à aller très loin vers le Full HD ou l'Ultra HD, donc il y avait une mort naturelle prédite. Parmi encore les points noirs du cathodique à l'époque, il y avait la consommation. Alors là, c'était clair, ça consommait comme un radiateur, ça faisait en même temps la chauffe d'un radiateur, pas de problème, et l'encombrement qui était très énorme sur les cathodiques. Voilà, vous savez tout. 1995, l'arrivée du plasma. Le plasma, le premier écran plat, vous vous rendez compte, on est passé de ça à ça, du moins c'est la gestation du plasma. Comment fonctionne un téléviseur plasma? C'est tout simple, regardez bien la caméra. Ce sont des milliers de petits tubes cathodiques les uns à côté des autres, ils sont totalement indépendants, produisent leur propre couleur, leur propre lumière. La diode plasma, enfin les cellules plasma, ce sont bien sûr des petits luminophores avec derrière du gaz. Donc, quand on met l'électricité dans le gaz passe à l'état plasma, c'est pour ça qu'on appelle ça un plasma. Et dans ce cas-là, la diode est illuminée, RVB en rouge, vert, bleu. Vous mélangez tout ça, vous avez l'image qui se crée à l'écran, c'est merveilleux. Le téléviseur plasma, qui a donc été lancé en France à des prix ahurissants, genre à l'équivalent de 12 ou 13 000 €, a débuté avec une très mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que les premiers modèles n'allaient pas très bien au niveau de durée de vie, c'est-à-dire que les premiers modèles étaient sensibles aux UV notamment, et ils devenaient orange, l'image devenait orange, enfin bref. Le problème du plasma depuis le début, c'est ce qui a un peu causé sa perte, c'est qu'il est parti sur des très mauvaises bases techniques. Il aurait fallu peut-être attendre un peu plus longtemps qu'on ait du recul pour savoir comment ça fonctionnait.
Rassurez-vous, après le plasma a été embrassé par d'autres marques qui se sont bien occupées de lui, genre Pioneer, Panasonic ou même Sony qui s'est bien occupé du plasma à l'époque. Donc les produits ont évolué techniquement et il n'y avait plus ces problèmes de colorimétrie qui partaient en vrille au bout d'une semaine. Il faut savoir que le plasma a ouvert la voie au home cinéma puisqu'on a pu avoir des écrans qui étaient très grands puisque le plasma pouvait être fait en 40, 50 pouces, ce qui était impossible en cathodique auparavant. C'était l'allié du home cinéma au niveau des laserdiscs et du début du DVD. Comme toutes les technologies, le plasma a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, c'est bien sûr qu'il est fin, contrairement au cathodique qui était comme ça. Deuxième truc pour le plasma, c'est tout simple, un ratio de contraste quasi infini si je puis dire. C'est-à-dire qu'un super ratio de contraste, comme les tubes cathodiques, parce que ce sont des tubes cathodiques à l'intérieur, tout simplement, ni plus ni moins. Parmi les points forts du plasma, une image très réaliste avec des sources DVD, c'était vraiment étonnant. Les modèles étaient tellement bons à l'époque que certains ont été labellisés THX, notamment des modèles Pioneer avec le Kuro, qui était pour nous le meilleur plasma qui ait jamais existé au monde. Autre point positif, pas besoin de rétroéclairage. Le plasma fabrique sa propre lumière tout seul, comme un grand. Autre point fort du plasma, il est très lumineux naturellement, donc il faut rentrer dans les menus et le freiner un tout petit peu au niveau de la luminosité pour que ça crache correctement, sans plus, sinon il éclaire carrément la pièce. Parmi les défauts technologiques du plasma et techniques du plasma, il peut y avoir un fourmillement naturel. Le fourmillement, c'est tout simplement dû au fait que tous les petits tubes cathodiques s'agitent de tous les côtés et il peut y avoir des scintillements justement à cause de l'agitation de tout le monde. Comme sur le téléviseur cathodique, il y a cet effet de rémanence, c'est-à-dire quand vous avez un petit fond noir avec un pixel blanc, le pixel blanc peut rémaner quand ça bouge, donc c'est la même chose. Voilà, c'est un défaut. Parmi les bonheurs du plasma, quelquefois et même souvent, on peut dire que les plasmas changent de colorimétrie au fil des années. C'est comme ça à cause du filtre UV qui quelquefois laisse passer les UV et qui modifie les petits luminophores qui fabriquent l'image. Voilà. La durée de vie des plasmas dépend aussi des modèles. Il y a des modèles qui durent très longtemps sans jamais bouger de colorimétrie ou même de texture d'image et d'autres qui, un peu plus cheap, commençaient à fatiguer dès 5 ou 6 ans. On ne peut pas dire que le plasma soit la technologie la plus pérenne sur 10 ou 15 ans. Mais aucune d'ailleurs. Le 21e siècle est là, bienvenue au téléviseur LCD, la vraie révolution. Ah, le LCD, on aime bien le LCD, mais c'est un gros méchant parce qu'il ne fonctionne pas du tout de la même façon que les téléviseurs cathodiques et les téléviseurs plasma. Voici comment ça fonctionne, on va le faire simple. Vous avez un écran qui est ici, comme il est beau l'écran, derrière vous avez des pixels, des trios de pixels RVB, rouge, vert, bleu. Derrière chaque pixel, il y a une petite cellule qui contient du cristal liquide. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez une lumière, donc une source lumineuse. À chaque fois qu'il y a une impulsion électrique, le cristal liquide laisse passer ou ne laisse pas passer la lumière. Et dans ce cas-là, soit le pixel est allumé, soit il est éteint. Et grâce à ça, on combine le RVB et on crée des couleurs, l'image et la luminosité en même temps. Sachez également que techniquement, il existe plusieurs types de dalles LCD, mais elles sont toutes LCD. Elles ont quelquefois un contraste plus ou moins élevé et un angle de vision plus ou moins large. Bon, on va arriver au point super touchy du LCD, c'est-à-dire son rétroéclairage, la source lumineuse. Il existe deux types de rétroéclairage. Quand on a lancé le LCD il y a 15 ans, on avait des sortes de tubes néons qui s'appellent le CCFL. C'était super génial, mais seulement dans les scènes spatiales de Star Wars, eh bien, on voyait les traces du tube néon CCFL. On s'est dit, non, mais là, ça craint un petit peu. Et après est entré en piste les fameuses diodes LED, le LED. Il existe deux types de rétroéclairage pour le LCD. Le Edge LED, c'est-à-dire qu'on a placé les diodes sur les côtés, sur la périphérie de l'écran, ou bien le full LED, c'est-à-dire qu'on a tapissé intégralement l'écran de diodes LED. C'est beaucoup mieux, mais c'est vachement plus cher. Les fabricants savent bien que le LCD se vend terriblement bien également, donc ils ont décidé de le faire évoluer. Il évolue depuis 15 ans, le LCD. Il y a des hordes de produits qui sont arrivés avec le Triluminos, Super Ultra HD, des tas de circuits de tous les côtés pour augmenter le ratio de contraste, la définition. Bref, c'est la manne céleste. Alors, quels sont les avantages et les points négatifs du LCD? Accrochez-vous bien, parce qu'il y en a. Et ce qu'il y a de bien avec le LCD, c'est qu'on va avoir des tout petits LCD tout rikiki et puis des écrans de 110 pouces. Le LCD, c'est immense, contrairement au plasma qui aurait été très très lourd, ou bien le cathodique qui aurait pesé le poids d'un 38 tonnes. La consommation électrique sur la plupart des téléviseurs LCD est assez basse, et ça chauffe pas tellement, comparé au plasma qui était un véritable radiateur. Possibilité de fabriquer des écrans LCD de toute définition, c'est-à-dire que ça peut commencer avec une toute petite définition pour aller vers des modèles qui sont Ultra HD, 4K, 8K en LCD, tout est possible, jusqu'à ce que le poids de l'édifice fasse écrouler le tout. Inconvénient majeur du LCD, et je le trouve un peu mouse costaud, eh bien c'est le ratio de contraste qui est assez faible au niveau natif comparé à d'autres technologies. Pourquoi? Parce que vous avez ici les cristaux liquides et bien sûr l'écran qui est devant, et vous avez une source lumineuse. Et les cristaux liquides, même si on les met en off, ils n'arrivent pas à bloquer complètement la lumière. Donc il y a toujours de la lumière qui passe, même quand c'est en off. Donc il y a un ratio de contraste qui est moyen. Du coup, comme ce ratio de contraste est moyen, qu'est-ce que font les fabricants? Eh bien, ils rajoutent des circuits derrière, donc circuits pour augmenter le contraste, pour augmenter les noirs, vous appuyez sur tous les boutons, mais à la base, c'est la dalle qui a un problème, pas l'électronique.
Autre problème majeur du LCD, et oui, il faut en parler, l'angle de vision. L'angle de vision est quand même assez moyen. Comparé au plasma ou au téléviseur cathodique en angle de vision qui est super large, même maximal, eh bien le téléviseur LCD, quand on se met sur les côtés, eh bien on s'aperçoit que l'image devient un peu négatif-positif, ou bien on perd du contraste. C'est foutu comme ça, on n'y peut rien, c'est technologiquement inévitable. Là, je vais me faire maudire par les fabricants. Autre problème majeur du LCD, ce qu'on appelle le clouding. Le clouding, je vous explique, vous avez un ciel noir, donc la nuit, et quand vous allez afficher ça sur le LCD, vous allez voir des endroits avec des taches plus claires. C'est ce qu'on appelle le clouding. Le truc le plus fou, c'est que le clouding, c'est un phénomène qui est variable d'une dalle à l'autre. Même dans une même série de produits fabriqués en usine, d'une dalle à l'autre, vous avez plus ou moins de clouding. Donc, quand vous achetez un téléviseur, c'est la roulette russe. Plus ou moins de clouding, on ne sait pas. Autre inconvénient, qui en est un plutôt financier, c'est que le seul moyen d'avoir entre guillemets un téléviseur LCD avec un super ratio de contraste, c'est d'en acheter un qui a du full LED, donc un éclairage plein LED derrière, mais ça coûte une blinde. 2012, 2013, 2014, 2015, il est né le divin enfant, c'est le téléviseur OLED. On va résumer le téléviseur OLED. C'est un super plasma, c'est tout ce qu'il faut savoir, mais autre chose quand même. Contrairement à ce que vous pensez peut-être, le téléviseur OLED, le fameux téléviseur OLED, n'a pas été inventé ni par LG, ni par Sony, qui ne fabrique pas de dalle d'ailleurs, ni par Samsung. C'est Kodak qui a pensé à ça il y a de cela, plus de 25 ans. Alors, difficile techniquement de vous présenter l'OLED sans parler d'un peu de technique. Ce sont des éléments organiques, l'OLED, c'est-à-dire que c'est un produit quand même très évolué. Il y a de l'électricité qui passe à l'intérieur de l'élément organique et hop, il va y avoir de la lumière. Voilà, je l'ai fait court parce que sinon... ça pourrait être simple, mais non, ça va être compliqué. Il y a deux types de téléviseurs OLED. Les téléviseurs OLED qui sont RVB, donc ils travaillent avec des petites diodes RVB, enfin des pixels RVB, et ceux qui sont RVB plus blanc. Ça, c'est l'invention de Kodak. Alors ça, c'est LG qui le met en exergue, ainsi que peut-être Samsung va l'adopter également. Le plus blanc, c'est le pixel supplémentaire qui permet d'aider les trois autres, et qui permet une stabilité de l'image dans la colorimétrie, la luminosité et autres. Voilà, c'est ce qu'on en sait. Alors ce super plasma me pose un petit problème parce que j'adore la technologie, j'adore ce produit, mais alors que s'est-il passé dans ce monde de l'OLED? C'est tout simple. Il y a cela 3-4 ans, tous les fabricants, tous, Sony, Samsung, LG, tout le monde s'est dit on va faire de l'OLED, c'est génial, c'est l'avenir, ouais. Hop, mais que se passe-t-il? Là au CES de Las Vegas en 2015, il n'y avait plus que LG qui faisait ça. Les autres ont dit oui, non mais c'est trop tôt, on ne sait pas, ça coûte cher, et est-ce que le produit est pérenne? Donc entre-temps, il y a un truc que moi j'ai pas compris, une sorte d'abandon d'une technologie, enfin un abandon entre guillemets, une technologie qui est prometteuse. Alors on va justement en parler techniquement des plus et des moins. Dans les plus, on rappelle, c'est un super plasma super évolué. C'est le plus beau ratio de contraste natif au monde qui existe dans l'univers, la galaxie. Le noir est plus noir que noir, naturellement, sans qu'il y ait un circuit derrière. On peut atteindre et dépasser 1 million sur 1. C'est même plus que ce que l'on voit au cinéma, que partout au monde, presque que vos yeux, j'allais dire. Même chose pour la colorimétrie. La colorimétrie de l'OLED est super étendue, ça dépasse tous les gamutes qui existent actuellement. C'est même super fluo, ça va même trop loin, il faut le freiner à chaque fois. C'est juste bluffant. Comme le LCD, l'OLED a pour avantage de pouvoir être en Full HD ou bien en Ultra HD et 4K. C'est un point fort également. Tout comme le plasma et le cathodique, l'écran OLED a un angle de vision infini, c'est-à-dire 90 degrés, 90 degrés. Vous vous mettez n'importe où dans la pièce, vous voyez exactement la même image, le même contraste, les mêmes noirs, les mêmes couleurs, les mêmes personnes, c'est génial. Attention, wow, faut se protéger. Côté luminosité, l'OLED, c'est ce que j'ai vu de plus vif dans ma vie. La luminosité est très très forte, c'est auto-émittif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de rétroéclairage. Et évidemment, il faut le freiner un petit peu dans les menus et dire « Oh, tu mets moins de lumière, s'il te plaît, sinon on va finir aveugle ». Actuellement, on peut dire dans Power que le téléviseur OLED nourri de sources Ultra HD de haute qualité délivre la meilleure image que nous ayons vue dans notre vie. Pour finir, un avantage majeur, il peut être bien sûr incurvé et encore plus fin que le LCD. Inconvénient de l'écran OLED, accrochez-vous. D'abord, money. Le prix, c'est juste, oh là là, on va oublier. C'est des prix qui sont étonnants parce qu'on lance une technologie, tout simplement. Deuxième inconvénient qui, pour moi, est un inconvénient majeur. Actuellement, il n'y a plus que LG qui fait de l'OLED ainsi que Panasonic, mais en secteur pro avec des produits qui sont 4K réels. Donc l'avenir de l'OLED, pour le moment, est en suspens. Personne actuellement est capable de nous répondre sur la durée de vie du produit. On dit que le produit va durer 5, 10 ans, on ne sait pas trop. C'est quand même un petit problème majeur quand on veut acheter un produit qui coûte déjà 4, 5 ou 10 000 euros. Vous ne trouvez pas? La colorimétrie du téléviseur OLED est tellement vive qu'elle quelquefois les pelouses, les visages, tout ça c'est fluo. Donc il faut vraiment le calmer de tous les côtés dans son menu, sinon il en fait de tous les côtés. Dernier petit point intéressant, si vous ne mettez pas une bonne source dans un téléviseur OLED, mamma mia, c'est terminé. Il faut vraiment du Blu-ray, du Full HD très bonne qualité, il faut vraiment de l'Ultra HD, sinon le téléviseur OLED il s'écroule complètement. Il est très difficile au niveau des sources. Pourquoi? Parce que c'est un produit de très haute qualité qui souvent et la plupart du temps a un super circuit vidéo derrière qui est du coup très exigeant.
Voilà, bonne chance, comme vous avez vu, l'OLED c'est pas gagné, hein. Si tous les fabricants ne s'y mettent pas en même temps, on ne sait pas ce qui va se passer cette année, l'année à venir, l'année suivante. Moi j'aimerais, bien sûr en tant que Power, on aime les images, Florian et moi, donc on aimerait que l'OLED réussisse à percer avec des prix pas possibles en Ultra HD ou Full HD, mais ça c'est les fabricants qui vont décider, pas nous. Qu'est-ce qu'il vous reste donc actuellement? Le téléviseur LCD. Alors bien sûr il existe sous diverses formes, vous avez vu, avec tel type de rétroéclairage, avec tel type de technologie à l'intérieur. Il est là pour rester celui-là. Moi je pensais pas qu'il allait rester aussi longtemps parce que je me suis dit, bon, le LED va vite arriver et autres. Et pour moi, de vous à moi, je continue à penser, je vais peut-être avoir des mots difficiles, que le rétroéclairage est quand même un problème réel sur le LCD parce qu'on n'arrive jamais à avoir un super noir, un super angle de vision. Et pour moi, le cinéma, c'est justement du noir, un bel angle de vision et autres. Ça, c'est vraiment personnel. Donc, personnellement également, je souhaite que le LCD continue à vivre parce qu'en plus, c'est pas cher actuellement, on continue à évoluer et autres, mais que le LED s'impose assez rapidement pour qu'on soit tous heureux avec une super image cinéma, des couleurs pas possibles et qu'on s'éclate tous. Power. Eh bien, on peut dire qu'on en a vraiment sué. Pour faire Power comme ça, avec 4 technologies compliquées à expliquer et autres, on a fait ce qu'on a pu pour essayer de vous donner les plus, les moins, expliquer les technologies. C'est toujours compliqué. Il y a plein de trucs qu'on ne peut pas évoquer, sinon l'émission va faire 25 minutes. Écran incurvé, je vous dis rapidement l'incurvé en LCD ou en OLED ou tout ce que vous voulez. C'est pour voir mieux les angles, pour avoir une image qui est plus proche, plus immersive et de la netteté de tous les côtés. Voilà pourquoi il fait l'incurvé. Mais attention, l'incurvé, en dessous de 50 pouces, il faut oublier. L'incurvé, c'est 60, 70 pouces, 80 pouces, 110 pouces. Et là, on est en immersion complète comme en IMAX. Power. Voilà, vous pouvez me retrouver partout, d'ailleurs sur 01net et un peu partout dans la galaxie, et surtout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, app.business, ou bien sur Twitter. Ça marche bien Twitter, moi j'aime bien échanger avec vous sur Twitter, appgarcia75. À bientôt, j'irai même à la semaine prochaine, on va encore faire des trucs pas possibles. Je pense que si tout va bien, la semaine prochaine, je vais me la péter, je suis à New York, en faisant des bêtises et tout, vous allez voir, c'est assez marrant, il fait froid, en plus j'ai le nez tout rouge, j'ai la goutte au nez, c'est génial. Bye bye.